Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Angle de vue au Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad a annoncé ce lundi sa décision de suspendre sa participation au processus de paix tant que la question d'Anéfis, localité stratégique récemment récupérée des mains des rebelles par les groupes armés pro-gouvernementaux, ne sera pas réglée. Une position qui met en péril cet accord de paix fraîchement signé et qui nous emmène à nous interroger sur l'avenir de cet accord. Suspension de la participation de la CMA au processus de paix au Mali. L'accord de paix d'Alger est-il dans l'impasse? Ce sera le premier sujet à débattre ce jour. Ensuite, nous ferons une rapide incursion au Burkina Faso où le Conseil constitutionnel a invalidé ce mardi la candidature de 42 proches de l'ex-président Compaoré aux législatives d'octobre prochain. Une décision qui amène à s'interroger sur la position que pourra avoir le Conseil constitutionnel burkinabé au sujet des candidatures pour la présidentielle d'octobre. 42 proches de Compaoré inéligibles pour les législatives au Burkina Faso. Que fera le Conseil constitutionnel pour la présidentielle? Vous aurez la réponse de nos deux invités dans un instant. Enfin, notre troisième thème du jour porte sur la crise politique en Guinée-Bissau. Malgré le vote d'une résolution des députés qui ont demandé le départ du nouveau Premier ministre nommé la semaine dernière seulement, le président José Mario Vaz maintient sa position. Vote des députés pour le départ du nouveau Premier ministre en Guinée-Bissau. La crise politique persiste dans le pays. Ce sera le troisième débat de ce jour. Mais avant, madame, monsieur, voici un tour rapide de l'actualité. C'est le flash d'information. Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a déclaré ce mardi inéligible aux législatives d'octobre 42 partisans de l'ex-président Blaise Compaoré, parmi lesquels figure Edi Komboigo, le patron et candidat du CDP, et Maître Noël Ouedraogo. Ils sont reconnus coupables d'avoir activement soutenu le projet de modification constitutionnelle. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a été chahuté et plusieurs fois interpellé sur la détérioration de l'économie nationale par l'opposition ce mardi au Parlement durant son discours annuel sur la nation. Le camp présidentiel Lazanu-PF a réagi en entonnant des chants à la gloire du vieux leader. En Afrique du Sud, l'un des petits-fils de l'ancien président Nelson Mandela, accusé de viol sur mineur, a été libéré sous caution après 10 jours de détention. Le tribunal lui a toutefois imposé de remettre son passeport, de ne contacter aucun témoin et de ne quitter Johannesburg jusqu'au 16 septembre, date prévue pour son procès. Au Mali, l'accord de paix d'Alger semble dans l'impasse. La coordination des mouvements de l'Azawad a suspendu depuis lundi dernier sa participation aux travaux du comité de suivi de l'accord de paix. Suspension de la participation de la CMA au processus de paix au Mali. L'accord de paix d'Alger est-il dans l'impasse? C'est le premier débat que j'aborde avec mes invités après ce générique. Le décryptage de ce jour se fait avec d'abord le professeur Dandi Niamou. Elle est professeure agrégée des facultés de droit à l'université d'Abomey-Calavi. Professeur Dandi Niamou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai également sur ce plateau un deuxième invité. Il est également un homme de droit, c'est Maître Alain Ouroula. Il est avocat au barreau de Cotonou. Maître Alain Ouroula, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Ma première question s'adresse à vous, professeur Dandi Niamou. Au regard des dernières violences dans le nord du Mali et suite au retrait de la CMA du processus de paix, comme je le disais tantôt, est-ce qu'on peut oser dire ou affirmer aujourd'hui que l'accord de paix d'Alger est au bord de l'impasse? Alors, hier, certainement, on pourrait croire que l'accord d'Alger est au bord de l'impasse. Mais la proposition qui a été faite par la médiation internationale sous l'égide de la MINUSMA et du nouveau représentant spécial Kené Davidson a été de demander aux JITA, donc aux forces pro-gouvernementales, de quitter Anéfis et de laisser la MINUSMA reprendre
cette ville et gérer cette ville dans de bonnes conditions. Évidemment, de prime abord, si la coalition pour le mouvement de l'Azawad et le président Ibeka étaient d'accord, les rebelles pro-gouvernementaux ne l'étaient pas. Mais depuis ce matin, il semble que pour ce qui concerne justement les rebelles pro-gouvernementaux, ils ont accepté l'idée de se retirer et donc il y a un accord qui se dessine autour de la reprise de la ville d'Anifis. Oui, mais est-ce que cet incident ne crée pas une crise de confiance désormais entre les deux parties? Est-ce qu'on pourra avoir encore la confiance qu'on a eue au moment où on signait cet accord de paix? Certainement qu'il y a une petite crise de confiance. Mais souvenez-vous qu'au moment de la signature... Vous pensez que c'est une petite crise? Oui, Parce que Anifis n'est pas le premier incident. Il y a eu des affrontements. Voilà, il y a eu d'autres affrontements. Oui. Donc, c'est une succession d'affrontements. Tout à fait. Est-ce que les rebelles ne risquent pas de braquer, de rester campés sur leur position? Je ne pense pas. Il y a une crise. Je dis petite crise par rapport au passé, c'est-à-dire à l'exemple de Ménaka, où en effet, il était entendu que ce serait la MINUSMA qui reprendrait la ville et la gérerait comme il faut. Et cela n'a pas été tout à fait fait. Et finalement, on sait que pour ce qui concerne la CMA, elle a signé l'accord en contrepartie d'une démobilisation où ses forces seront plus nombreuses dans l'armée malienne. Et en plus, elle a eu le droit de faire lever les mandats d'arrêt vis-à-vis des dirigeants de la CMA. Donc ici, vous voyez, dès le moment où il y a un accord des trois parties, pour reconnaître qu'il faut avancer, même s'il y a une crise de confiance, je considère, pour ma part, qu'elle est petite parce que les accords de paix connaissent toujours ce genre de problème. Il faut faire des petits pas, mais aujourd'hui on se retrouve dans une position de 2 contre 1. Oui. Alors que hier c'était les rebelles contre le gouvernement. Tout à fait. Alors en acceptant un autre protagoniste, est-ce que cela ne risque pas à la longue d'aggraver la situation sur le terrain? Parce que les groupes pro-gouvernementaux vont s'imposer désormais comme une entité qu'il faut considérer dans les négociations. Mais ils sont dans les négociations parce qu'ils sont dans la stratégie de cantonnement. Ils savent très bien que dans le processus de paix, dans l'accord d'amitié, avec le principe du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion, le cantonnement permet de maîtriser une partie du territoire et de savoir qu'on pourra être dans cette partie du territoire en servant l'État national, enfin l'armée légitime. Donc je pense que c'est une stratégie qui est comprise par les différentes parties. Vous savez très bien... Qui arrange pour le moment le gouvernement. Ah bien sûr, ça arrange le gouvernement. Nous allons prendre l'avis de Maître Alain Ouroula. Maître Alain Ouroula, aujourd'hui on a un retour des violences dans le nord du Mali. Est-ce qu'on peut oser croire que l'accord aujourd'hui est dans l'impasse? Ou bien il y a de l'espoir, comme vient de le dire le professeur Dandignamou? Il y a toujours de l'espoir et tous les accords de fin de conflit ou de règlement de conflit connaissent des soubresauts. La difficulté dans cette matière particulière, c'est que cet accord est précaire, repose sur des bases fragiles et on connaît la position intangible des protagonistes. Il y a trois parties, grosso modo. Il y a l'État qui veut reconquérir l'intégralité du territoire. Il y a les forces de la CMA qui veulent garder leur position, c'est-à-dire la maîtrise du Nord. Et il y a également, en arrière-plan, une prise de position stratégique en vue du cantonnement, comme l'a expliqué Madame le professeur. Mais il y a aussi, il ne faut pas le négliger, les accusations, ou tout au moins les soupçons de volonté de partition du pays. Et l'on dit que la MINUSMA est quasiment aux ordres d'une certaine puissance qui a agi sans concertation, qui s'est interposée, alors que bien souvent, elle reste calme, elle n'est pas dans son rôle. Oui, mais donc, dans une situation de crise, il faut bien quand même que la MINUSMA joue un rôle sans avertir avant de se déployer sur le terrain. La MINUSMA Parce que si la MINUSMA avertissait avant de se déployer sur le terrain, est-ce que ce ne serait pas de donner l'information aux forces pro-gouvernementales? On constate que la MINUSMA est bien souvent inerte, immobile, et que là, elle a fait preuve d'une réaction
tellement prompte. Peut-être que Kidal est une position stratégique. Très Il ne fallait stratégique. pas laisser justement... Très stratégique d'après les études et l'appétit glouton d'une certaine puissance coloniale, ce qui explique que l'on se soit déployé pour maintenir certaines positions. Donc comme le gouvernement, vous pensez que la MINUSMA est inéquitable dans le traitement de cette crise? Je ne pense pas comme le porte-parole du gouvernement, mais le fait est que cette intervention a été dénoncée par tous les protagonistes. Dans un premier temps, tout le monde a critiqué au Mali l'interposition plus ou moins impartiale de la MINUSMA. Donc, quand on connaît ces différentes positions, on a du souci à se faire quant au déroulement normal de l'accord d'Alger, qui, je dois le rappeler, a été signé au forceps dans des conditions difficiles, et le comité de suivi qui a été mis en place est critiqué par certaines forces qui ne se trouvent pas représentées au sein de ce comité. Donc, il y a suffisamment de raisons pour s'inquiéter du bon déroulement de ce processus. Alors, Maître Alain Ouroula, certains observateurs pensent que la reprise des affrontements dans le nord du Mali est due au fait que Bamako ne maîtrise pas vraiment les groupes armés pro-gouvernementaux qui le soutiennent. Est-ce votre avis? Écoutez, il y a toujours des mouvements incontrôlés, mais dans ce cas particulier, il semblerait que ces groupes pro-gouvernementaux qui s'affichent comme tels se doivent quand même de reconnaître l'influence et la suprématie du gouvernement en place. Il semblerait que ces groupes soient armés, en tout cas telle est l'accusation des forces de la CMA, et il semblerait effectivement... Oui, mais si ces groupes n'étaient pas armés, comment est-ce qu'ils allaient faire? Armés par l'État, je veux dire. Armés par l'État, par l'armée régulière, et appuyés par l'armée régulière. Donc c'est en quelque sorte une milice guerrière qui opérerait... Ça veut dire que malgré l'accord, les gens œuvrent, les deux parties, ou les trois parties œuvrent encore dans l'ombre pour que cet accord échoue. Ben, évidemment, ça c'est le cas bien souvent. Alors à qui profite alors l'échec de cet accord? Écoutez, à qui profiterait le crime? À ceux qui l'ont semé. Je ne pense pas que... Donc la question que j'ai posée au début de cette émission, est-ce que l'accord n'est pas dans l'impasse? Elle est donc juste, ma question. Mais votre question, elle est pertinente. Donc on fait de l'hypocrisie sur le terrain alors. C'est ça la diplomatie, malheureusement. C'est beaucoup d'hypocrisie et puis le réalisme reprend ses droits. Professeur Dandignamou, est-ce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui on est dans une situation d'hypocrisie? L'accord de paix, on signe cet accord, mais ce sont d'autres réalités qui se déroulent dans l'ombre. Alors, comme dans tous les conflits, vous avez... toujours une recherche d'équilibre dans les accords, notamment les accords de paix. Mais il ne faut pas qu'on oublie que dans cet accord de paix, il y a quand même une part importante, non seulement des acteurs sous-régionaux, mais aussi de l'Organisation des Nations Unies, puisque tout le système, toute la procédure a été validée quasiment par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, mais ce n'est pas le premier accord qui a échoué. Je suis d'accord, il y a l'accord de Ouagadougou qui a échoué. On parrainé d'autres accords, mais bien sûr, mais on a eu le résultat au final. Bien sûr, mais il faut pas oublier ces éléments-là. Surtout se rappeler qu'on est au Mali, donc un État qui doit arriver à protéger son territoire et que le principe même de l'intégrité très vaste, plus d'1 million de mètres carrés, enfin de kilomètres carrés, c'est un territoire très vaste, mais en même temps, les règles internationales aujourd'hui amènent nécessairement à respecter l'intégrité territoriale. Et l'accord d'Alger, dans les différentes dispositions qui y sont intégrées, permet justement de tenir compte non seulement de la volonté des peuples dits de l'Azawad de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle l'autodétermination interne, donc pouvoir gérer les affaires en respect de leurs coutumes, en respect de leur culture et même élire le président de leur région, ce qui est une très grande avancée. Mais en plus, il faut dire que dans ce contexte-là, on respecte l'intégrité territoriale malienne. Et dès le moment où on oublie la place de l'intégrité territoriale, du territoire en droit international, on est dans le démantèlement des États. Donc, au fur et à mesure, on sait que les accords
parce que les conflits, notamment en Afrique, naissent du problème de partage de pouvoir. Eh bien, ces accords, tant qu'on n'a pas réglé à la base l'accession équitable aux richesses de l'État, eh bien, il y a toujours des entourloupes. Oui, mais alors, dans ce cas-ci, est-ce que vous pensez que cet accord a respecté justement le partage équitable des biens? Il essaye. Il l'essaye dans le texte. Après, on a... Dans le texte. Mais la réalité sur le terrain... Voilà, sur le terrain, c'est tout autre chose. Parce que vous avez des luttes de leadership. Et ça, on ne peut pas. On ne peut pas y couper, comme on dit. Alors, professeur Dandy Nyamou, dites-nous, est-ce que la reprise des violences dans le nord du Mali n'est pas due au fait qu'il n'y ait pas eu des sanctions prévues en cas de violation de cet accord? Parce que la communauté internationale aurait pu prévoir des sanctions tant à l'encontre du gouvernement qu'à l'encontre des rebelles. Non, attention. Quand on est dans les accords de paix, on évite au maximum d'intégrer la question des sanctions. Et pourtant, au Soudan du Sud, cela a été intégré. On évite au maximum. Au Soudan du Sud, la question était qu'on a dû faire face à des crimes les plus graves et d'une certaine intensité. Et qu'au niveau de la communauté internationale, on a refusé le principe même de l'immunité. Et en lisant d'ailleurs l'accord d'Alger, ça se sent. Mais on ne visera pas explicitement les personnes qui, au cas où ils ne respecteraient pas ces accords, feront l'objet de sanctions. Cela ne veut pas dire que sur le plan interne et sur le plan international, il n'y aura pas de sanctions. Mais ça ne sera pas des sanctions. Est-ce que la meilleure solution ne serait pas de brandir très tôt ces accords pour empêcher les tentatives de violation? Oh, ça, c'est... Nous revenons au débat entre le texte et la réalité. Vous pouvez brandir tout de suite des sanctions si, sur le terrain, les protagonistes savent très bien que ces sanctions ne pourront pas être appliquées. Ils n'en feront rien. Donc, ils ne vont pas suivre. Ils ne suivront pas. Donc, ces accords reviennent juste à de simples papiers paraphés. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit juste que... Non, j'ai dit juste que ça donne des lignes. On avance quand même, parce que, remarquez, depuis 2012, on était dans une situation catastrophique. On a eu une relative accalmie. Bon, des soubresauts, mais on peut espérer que petit à petit, ce processus enclenché permette d'arriver à une stabilisation de la situation au Mali. On l'espère vivement. Maître Alain Ouroula, très rapidement, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour amener les différentes parties à respecter la mise en application de cet accord? Écoutez, si je le savais, ça se saurait. Et si quelqu'un le savait, ça se saurait également. Mais je voudrais rappeler que les accords sont des concessions réciproques et ne peuvent être exécutées de bonne foi que si les protagonistes le veulent. Or, on est dans une situation où la bonne foi n'est pas de mise. C'est une lutte de pouvoir, c'est une lutte de conquête du territoire. Maintenant, la diplomatie et les relations internationales sont trop compliquées. Ça me paraît un raisonnement d'adulte à mes yeux d'enfant. La chose est plus simple si on applique le droit. La communauté internationale reconnaît le pouvoir central, Mali. L'intégrité du territoire doit être garantie par cette communauté qui aurait pu imposer la force du droit, la force de la légitimité du pouvoir élu. Donc ce serait encourager alors un bras de fer, une autre guerre, c'est ça? Non. Vous pensez qu'il faut chasser alors les rebelles? Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que quand un territoire est organisé, qu'un président et un gouvernement est élu, la communauté internationale qui reconnaît le pays et donc l'intégrité de son territoire se doit de corriger toute velléité de prise de pouvoir par la force. Ça s'est fait un peu partout ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi ça peine à se faire au Mali, si ce n'est que cette communauté internationale agit... Vous pensez qu'il y a des intérêts qui motivent la lenteur dans la résolution de la crise malienne? Mais évidemment, comme toujours, comme partout, et je voudrais vous ramener un tout petit peu en arrière et plus près de chez nous encore, la Côte d'Ivoire. Quand la communauté internationale a voulu légitimer un pouvoir, ce pouvoir a été légitimé. Donc je crois que cette communauté sait prendre des positions et que si on peine à prendre des positions au Mali, c'est bien parce que les rumeurs ne sont pas dénuées de tout fondement. Très rapidement, maître professeur Nyamou Dandy, dites-nous, que faire pour amener les protagonistes à respecter cet accord? Alors, il n'y a qu'un... Enfin, je vous l'ai dit, il n'y a qu'un seul
élément, rappeler l'intérêt du peuple. L'intérêt du peuple. Mais vous pensez qu'ils n'ont pas conscience de cela? Ils n'ont pas tout à fait conscience de cela. Ils sont dans la lutte du pouvoir. Ils sont dans cette lutte du pouvoir-là. Alors, bien sûr, on peut faire des schémas, proposer que la gestion du pouvoir soit mieux faite, etc., etc. Mais ici, fondamentalement, je pense que la communauté internationale a peut-être eu du mal à se mettre au chevet du Mali, mais elle l'a fait. Elle l'a fait dans des conditions difficiles parce que nous-mêmes, Africains, nous n'avons pas pris nos responsabilités en main. Et c'est le cas actuellement au Mali. Nous n'avons pas une vision claire de ce que nous attendons de ce conflit au Mali. Alors, qu'est-ce qui peut permettre de changer cela? Une vision claire en ce qui concerne nos dirigeants africains et surtout les organisations régionales de ce que l'on attend du Mali, ce que l'on attend des mouvements dits rebelles, que ce soit les mouvements de l'Azawad ou que ce soit les mouvements pro-gouvernementaux. Merci, professeur Niamou Dandi, merci, maître Alain Ouroula. Madame, monsieur, ce sera tout pour notre premier débat du jour. Sans transition, nous passons au second sujet de ce jour. Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a invalidé ce mardi la candidature de 42 proches de l'ex-président Compaoré aux législatives d'octobre prochain. Une décision qui amène à s'interroger sur la position que pourra avoir ce Conseil au sujet des candidatures pour la présidentielle. 42 proches de Compaoré inéligibles pour les législatives au Burkina. Que fera le Conseil constitutionnel pour la présidentielle? C'est le débat juste après ce générique. Le débat se poursuit avec le professeur Dandi Niamou et maître Alain Ouroula. Maître Alain Ouroula, à votre avis, que fera le Conseil constitutionnel du Burkina Faso après sa décision de ce mardi? Il a invalidé la candidature de 42 proches de l'ex-président Blaise Compaoré. Même cause, même effet, même conséquence. La jurisprudence du Conseil constitutionnel ne variera pas, puisqu'il a estimé que l'article 162 du Code électoral, me semble-t-il, est toujours applicable. Donc tous les proches de Compaoré ou tous ceux qui ont participé au régime du président Compaoré seront maintenus à l'écart de ces élections. Alors, cette décision a frappé également un certain Eddy Kompoigo, qui est le candidat, non seulement il est candidat aux législatives, mais il est le candidat du CDP, le parti de l'ancien président Compaoré. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel du Burkina a pris en compte cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO? Non, puisque le Conseil constitutionnel dit très clairement que le Burkina ne tire aucune conséquence et ne tient pas compte de la décision qui a été rendue par la Cour de justice de la CEDEAO. C'est pour ça que le Conseil constitutionnel a laissé s'appliquer cet article qui exclut les pro-Compaoré. Donc, ce qui a été valable pour les législatives le sera davantage pour l'élection présidentielle. La question se comprend, en fait, mais en droit, elle pose quelques petits problèmes. Elle pose quelques petits problèmes, à savoir que le Burkina décide de ne pas reconnaître la primauté, la prééminence ou l'influence que pourrait avoir cette Cour de justice de la CEDEAO au regard du droit interne, au regard de la Constitution qui doit l'intégrer. Maintenant, y a-t-il de bonnes raisons? Et ce que j'appelle les bonnes raisons, c'est des arguments juridiques valables pour soutenir et justifier cette exclusion. Donc selon vous, la décision de la CEDEAO devait s'imposer au Conseil constitutionnel burkinabé? C'est ainsi que nous avons voulu ces institutions. Si on a recours à cette Cour de justice qui est considérée comme au-dessus de toutes les autres, c'est bien pour que ces décisions ou ces recommandations soient suivies. Professeur Niamou Dandi, vous avez suivi tout à l'heure, je le disais tantôt, le Conseil constitutionnel a invalidé 42 candidatures, tous des proches de l'ancien président Blaise Compaoré. Alors, selon vous, qu'est-ce que ce Conseil fera des candidatures pour la présidentielle? Alors, il appliquera certainement sa propre jurisprudence, mais je serais plus nuancé que Maître Ouroula, Maître Ouroula, parce qu'en réalité, quand on lit la décision du Conseil constitutionnel, on se rend compte que
elle ne fait pas fi de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Elle part du principe que dans sa décision du 13 juillet 2015, la Cour de justice de la CEDEAO a juste mentionné le fait que l'article 166 du Code électoral était ambigu et qu'il avait un caractère massif et expéditif qui ne correspondait pas au protocole de la CEDEAO en matière de bonne gouvernance. Et donc, à partir de ce moment-là, le Conseil constitutionnel burkinabé dit qu'il revient donc au Burkina Faso d'avoir une interprétation de cet avis interprétatif de la Cour de justice de la CEDEAO qui puisse répondre à sa demande. Donc, une vision de l'article 166 qui soit claire, une vision de l'article 166 qui ne conduise pas à des exclusions massives et expéditives. Donc, à des exclusions, comment dire, choisies. Choisies. Voilà. Et donc pour cela... identifier les gens qu'on doit exclure. Exactement. Alors, il s'avère aujourd'hui que ce sont des candidats qui ont été portés par des formations politiques. Bien sûr. Mais est-ce que la Cour, est-ce qu'on peut dans ces conditions dire que le Conseil constitutionnel mesure la portée que cette décision peut avoir sur la vie politique? Oh, très certainement, parce que ce qu'elle fait dans sa décision du 25 août, enfin ce qu'il fait, puisque là-bas c'est le Conseil constitutionnel, eh bien, c'est de nous dire ce que c'est qu'un dirigeant. Et le Conseil dit, un dirigeant, c'est quelqu'un qui en réalité a participé au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, et il étend la question aux responsables des partis politiques. Et donc, à partir de ce moment-là, il tire comme conclusion que les anciens membres du gouvernement, les anciens députés et les hauts responsables de partis politiques sont des dirigeants dont l'exclusion serait conforme à la charte africaine de la démocratie. Donc, vous voyez que cette exclusion, pour elle, est une exclusion bien claire. C'est une exclusion sélective, une exclusion sélective, mais qui répond à une définition qu'elle a retenue. Du coup, pour elle, ces personnes-là ont participé à un changement anticonstitutionnel de gouvernement, ce qui est reconnu non seulement par la CEDEAO, mais aussi par la CEDEAO, par l'Union africaine, mais aussi par la CEDEAO. Donc, quand on lit cette décision, en réalité, elle est dans sa logique. On peut être un peu frustré qu'à la fin, elle ne fasse que mention de l'article 166 en disant, puisque cela n'a pas été modifié, je vais pouvoir éliminer les personnes sur l'article 166. Mais sa jurisprudence est beaucoup plus nuancée et cela conduit donc à cette exclusion qui n'est pas une exclusion générale, une exclusion massive. On a identifié les gens qu'il fallait exclure. Alors apparemment, Maître Orunla n'est pas du même avis que vous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à compléter. Bien sûr, mais l'avis de Madame le professeur est un avis scientifique. Mais l'avis politique, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez également une casquette politique, Maître Orunla. Non, l'approche, elle est pragmatique. Le Conseil constitutionnel n'avait pas besoin de l'éclairage d'une autre cour pour statuer. Son devoir, son rôle, c'est de dire si le texte de l'article 166 est ou non conforme à la Constitution. Et sans se soucier de qui figure sur la liste, parce que ça, c'est un jugement de fait. L'article 166 est, à n'en point douter, un texte d'exclusion. Le Conseil constitutionnel burkinabé pouvait se borner à dire c'est un texte d'exclusion, il n'est pas conforme à la Constitution, par conséquent, on ne peut exclure aucune candidature. Le Conseil constitutionnel a choisi une autre option, valider l'exclusion. Expressément, j'allais dire, puisque c'est à lui de décider si ce texte s'applique ou pas. Il n'a pas besoin de se référer à la prise en compte ou non par l'État burkinabé. Qui est l'État burkinabé? Des correctifs ou des nuances recommandées par la Cour de la CEDEAO. Donc vous pensez que... Je crois que c'est une validation pure et simple de l'exclusion des pro-compaorés. Alors, maintenant que la décision est prise au niveau du Conseil constitutionnel, est-ce qu'à votre avis, il existe encore des voies de recours pour ces proches qui viennent d'être exclus? Puisque, tel que cela se présente,
cela risque également d'être exclu de la présidentielle. Moi, je pense que c'était certain. Et la Cour, le Conseil constitutionnel burkinabé comme la Cour constitutionnelle au Bénin rend des décisions qui sont insusceptibles de recours. Donc il n'y a pas de recours. Non, sur le plan international, est-ce qu'ils peuvent saisir encore d'autres juridictions? L'État burkinabé reste souverain. Donc, sauf revirement de jurisprudence à la question de la présidentielle, c'est consommé, hein, mais c'est dans 2 mois. Aucun recours ne pourra prospérer. Professeur Dandy Nyamou, c'est votre avis. Est-ce qu'ils ont encore des voies de recours? Est-ce qu'ils peuvent encore saisir des juridictions sur le plan international? Sur le plan international, toujours, mais pour quel effet sur le plan interne? Oui, ici, là, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, le Conseil constitutionnel a eu à tenir compte d'une partie de la décision de la CEDEAO. Justement. Donc, ça peut également faire quelque chose, ça peut jouer un rôle. Justement, moi je pense que ce Conseil constitutionnel a décidé à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de la CEDEAO. Et donc, du coup, à part le fait que, comme je l'ai dit, je suis moins d'accord avec elle sur la notion extensive qu'elle a eue du dirigeant pour l'étendre justement à certains dirigeants des partis politiques. Et le fait qu'elle ait visé expressément l'article 166, donc 2 éléments qui pour moi n'avaient pas tellement lieu d'être, puisqu'elle faisait un éclairage, une décision au regard de certaines décisions qui sont obligatoires, en tout cas ce qui s'impose à notre ordre juridique communautaire, donc à l'ordre juridique burkinabé en l'occurrence. Donc sur ce plan-là, en droit interne, plus de possibilités de recours. Les candidats pourront toujours déposer leur dossier devant la CENI, mais le résultat sera le même. Le résultat est connu, sera invalidé. Ça sera invalidé. Est-ce que ces partis peuvent changer rapidement de candidat? Parce que, puisque c'est une décision sélective, on a identifié des personnes. Ces partis peuvent dire, OK, nous allons chercher un tartampion qui n'a peut-être pas géré des choses. C'est possible? C'est possible parce que dans ce cas-là, ça rentrerait dans la définition du dirigeant selon le Conseil constitutionnel, avec un bémol. Avec quel bémol? Oui. Il faut que nous, pour les élections présidentielles, c'est possible, mais pour les législatives, je crois bien que nous avons passé les délais. Ouais, mais c'est tout à fait possible pour les présidentielles de se rattraper, donc d'avoir quelqu'un qui ne répondra pas à la définition du dirigeant au sens de la jurisprudence. Quand on prend le cas aujourd'hui du candidat du CDP, il n'a jamais été ministre, il n'a pas été ministre. Il était à un rang non moins influent au niveau de son parti. Aujourd'hui, il est frappé également par cette décision. Est-ce que vous pensez que ces partis, ces ex-proches de Compaoré pourront trouver vraiment quelqu'un dans leur parti? Est-ce qu'on trouvera quelqu'un? Quelqu'un d'envergure, ça sera difficile. Et c'est pour ça que je suis réservée par rapport à cette notion de dirigeant telle que posée par le Conseil constitutionnel burkinabé. Maître Alain Ouroula, donc, autant demander au CDP de ne pas participer à cette élection. Évidemment, mais enfin, je vais descendre un peu de mon bananier. Je crois que c'est une sanction qu'ils peuvent comprendre, puisque eux-mêmes ont participé à un gouvernement qui a exclu. Bon, le temps fera son œuvre. Le message est très clair. On ne veut plus rien qui soit proche du président Compaoré. Je crois que nos amis peuvent le comprendre, et vite comprendre la transition. Et aller se reposer. Mais oui, je pense quand même que ce n'est pas une mauvaise chose de rappeler que cette exclusion part d'un fondement, celui d'interdire, en tout cas de frapper ceux qui participent à la non-alternance démocratique. Donc, ceux qui ne respectent pas finalement les principes démocratiques. De la démocratie telle que prévue par la Charte africaine. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une leçon. C'est une leçon. Même la Cour de justice de la CEDEAO nous dit c'est un principe qui est applicable pour les États, pour les régimes et pour les dirigeants. Donc, en l'espèce, il faut que nos dirigeants, de temps en temps, aient une certaine éthique
qui les amène à respecter les principes démocratiques. Nous sommes rentrés certainement dans une phase d'interprétation des lois. Cela va se faire certainement du côté du Burkina Faso. Nous allons évoluer dans ce débat à présent en Guinée-Bissau, malgré le vote d'une résolution des députés qui demande le départ du nouveau Premier ministre Bassirou Dia, nommé la semaine dernière. Le président José Mario Faz maintient sa position. Le bras de fer continue malgré les médiations des présidents sénégalais et gambiens. Vote des députés pour le départ du nouveau Premier ministre en Guinée-Bissau. La crise politique persiste dans le pays. C'est le troisième débat que je lance après ce générique. Je suis toujours avec le professeur Dandi Niamou, professeur agrégé de droit des facultés de droit. Voilà, j'y suis arrivé. Et maître Alain Orunla, avocat inscrit au barreau de Cotonou. Ma première question pour ce sujet s'adresse à vous, maître Alain Orunla. En Guinée-Bissau, chacun des camps reste campé sur sa position. Chacun estime respecter la Constitution dans ce bras de fer. À votre avis, ce bras de fer ira jusqu'où? Je ne sais pas. Ce bras de fer sera certainement réglé par une consultation électorale, c'est ce qui est prévu par la Constitution. Mais je tranche en faveur du président, qui est dans ses attributs constitutionnels, puisque c'est à lui de nommer le Premier ministre, le gouvernement, et c'est à lui de le dissoudre. Oui, mais le Premier ministre doit provenir du parti majoritaire. Ce n'est pas inscrit dans la Constitution. Ce qui est inscrit dans la Constitution, c'est que c'est le président qui nomme et qui remercie. Alors, c'est vrai qu'il s'impose à lui de respecter la logique politique, la logique parlementaire, mais il est écrit nulle part que c'est nécessairement le chef de la majorité parlementaire qui doit s'imposer au président de la République. Mais non, il prend ses risques politiques. La résolution viendra certainement de ces consultations électorales. C'est mon point de vue. Le professeur Niamou Dandi, un bras de fer constitutionnel, on est tenté de dire, mais aujourd'hui, à votre avis, vers qui peut-on vers qui peut-on tirer le drap? Qui a raison justement dans ce bras de fer? Qui a raison? Difficile à dire. Mais ce qui risque d'arriver, puisque nous connaissons la Guinée-Bissau, c'est un coup d'État militaire. Bon, nous n'espérons pas cela. Mais pour ce qui concerne le président Bissau-Guinéen, voilà, oui, il faut dire que sa position sur la nomination du Premier ministre est une position acceptable. Mais attention, il y a deux éléments qui doivent atténuer son point de vue. D'abord, la Constitution de la République de Guinée-Bissau dit qu'on choisit en fait le candidat qui est représentatif de la majorité parlementaire. Voilà. Et si on se fonde sur cela, je pense que ça doit être l'article 97 ou 98, c'est donc quelqu'un que le parti majoritaire propose. Est-ce que c'est le parti qui propose ou c'est le président qui pioche, justement? Puisque le président même est membre de ce parti. Le président a la latitude de nommer. Mais la personne doit être issue du parti. C'est là qu'il y a la nuance. Puisque le président dit il doit être issu du parti. Eh bien, très bien. M. Bassirou Dia est issu du parti. Bien sûr. Mais le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert dit oui, sauf que nous, dans nos textes disent bien que c'est nous qui choisissons qui doit être Premier ministre. Donc, il y a une combinaison à avoir entre la Constitution et le statut du parti politique majoritaire. Et si je reste sur ce plan-là, j'ai tendance à penser que le président Bissau-Guinéen doit mettre un peu d'eau dans son vin. Parce que en réalité, on est vers un blocage qui nous amènera à deux choses. Soit il dissout le Parlement et, résultat, il faut reprendre les élections
avec tous les risques que cela comporte. Oui, mais s'il dissout le Parlement aujourd'hui, il n'a pas de gouvernement, comment est-ce qu'il peut organiser les élections, ou bien organiser des élections anticipées ou un référendum? Comment peut-il y arriver? Il peut organiser les élections. Il sera l'ordonnateur, le financier. Non, pas du tout. Il a le gouvernement en place. Avec qui a été dissous? Oui, avec Bassirou Dia. Pour le moment, monsieur Bassirou Dia n'est pas destitué. Donc le président le considère toujours comme son premier ministre. Mais c'est son ce que premier refutent ministre. les députés. Oui, mais c'est son premier ministre. Pour qu'il ne soit pas le premier ministre, il faut qu'il soit officiellement destitué. Ce n'est pas le cas. Et ensuite, si le président veut trouver une solution, donc aller vers d'autres élections, il sait très bien qu'il est en difficulté. Parce que la majorité, aujourd'hui, est la majorité du parti, du PAIGC. Donc, à partir de ce moment-là, il n'a vraiment pas intérêt non plus de trop tirer sur le drap. Vers d'autres élections qui doivent se tenir dans les 3 mois qui viennent, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Je pense qu'il faut aller sur le terrain d'une négociation, d'une médiation, comme l'a proposé avec certains bémols le président Olusegun Obasanjo du Nigeria. Pourquoi vous parlez de bémol? Parce que ces prises de position ne sont pas toujours, de mon point de vue... c'est votre avis. Oui, mais Maître Alain, est-ce que vous pensez que par le biais d'une médiation, on peut régler cette crise? Parce que chacun reste campé sur sa position. Mais le Sénégal a essayé, la Gambie aussi a essayé. Le drame de nos pays, c'est toujours de recourir à la médiation. Il vaut mieux la médiation que la guerre. Mais c'est quand même plus simple de respecter la logique du fonctionnement institutionnel. Dans les pays où les constitutions sont claires et sont respectées, il n'y a pas ces médiations. Le cas de la Guinée-Bissau, on a un président régulièrement élu, dont le pouvoir n'est pas contesté, qui constitutionnellement, je le dis, rien ne l'empêche. C'est à lui de nommer, c'est à lui de révoquer. C'est vrai, le texte parle de consultation des partis politiques, mais ne dit pas que la logique parlementaire, la majorité parlementaire, s'impose à lui. Maintenant, voilà un président qui dit « j'ai un gouvernement qui m'empêche de mettre en œuvre ma politique », un gouvernement accusé d'affairisme, de corruption et de népotisme, je ne peux plus travailler avec ce gouvernement. Et vous avez un parti majoritaire. La fronde va au-delà d'ailleurs du PAICG, puisque je crois savoir que c'est à plus de 75 députés qu'on a voté la défiance. 75 sur les 79 présents. Sur les 79 présents, ça fait quand même 75 sur 102. Ça va au-delà des 57 du PAIGC. Ça veut dire que la contestation a dépassé les bornes de ce parti. Du parti majoritaire, donc, qui organise la fronde. Et je fais remarquer que les députés ont voté une résolution au terme de laquelle ils mettront tout en œuvre pour renverser et destituer le Premier ministre, ce qui est la confirmation de ce que les pouvoirs usés par le président de la République ne sont pas contraires à la Constitution. Alors, ils comptent justement saisir la Cour suprême. Est-ce que vous pensez qu'ils auront raison? Je pense que si on suit une logique juridique, ce n'est pas évident qu'ils aient gain de cause parce que le règlement intérieur d'un parti qui a été pendant longtemps le seul qui devait diriger l'État et la société dans la constitution première de la Guinée-Bissau, le règlement intérieur d'un parti politique, fut-il majoritaire, ne peut pas s'imposer devant l'application de la Constitution. Donc le règlement, effectivement, de ce conflit ne peut qu'être politique. Politique, comment? Soit on organise une médiation, je dirais, un mauvais arrangement qui vaut toujours mieux qu'un bon procès, soit pour être logique avec lui-même et pour respecter la Constitution, le président décide d'organiser des élections anticipées assez risques et périls, mais également au risque et péril de la majorité frondeuse, parce que rien ne nous dit que c'est le même parti qui va remporter ces gagnants des élections. Je termine en disant ceci. J'aurais été plus rassuré si cela se passait au Bénin, puisque nous avons vu des coalitions inédites et parfois contre nature. Il n'est pas dit que la ligne du PAICG sera la même dans quelques semaines si les pourparlers sont bien organisés. Au sein du parti, le chef du parti sera très vite mis en majorité. C'est l'ex-premier
ou futur Premier ministre, qui peut très vite être affaibli, puisque celui qui a été choisi comme Premier ministre est quand même le numéro 3 du parti. de ce parti, et il a certainement ses partisans. Et je pense que si on élargissait la composition du gouvernement à toutes les tendances et les sensibilités du Parlement, on résoudra très vite cette crise. Très rapidement, nous sommes presque à la fin de cette émission. Le professeur Nyamou Dandi, vous pensez que si les députés saisissaient la Cour suprême pourrait leur donner raison? La Cour suprême pourrait donner raison, comme je disais, si elle fait une lecture ouverte en fait de la Constitution en lien avec les statuts du PAIGC. Mais encore une fois, ici, il faut vraiment que nous en arrivions à un règlement négocié. Parce qu'il en va de la stabilité de la Guinée-Bissau, qui est toujours, et de la sous-région, mais de la Guinée-Bissau, qui est toujours sujette à des coups d'État. Et on aimerait bien que en Afrique, cela finisse un jour et que nous puissions choisir nos dirigeants ou régler nos problèmes institutionnels et constitutionnels par des voies légales. Merci, professeur Dandi Nyamou. Merci, maître Alain Oronla. Madame, monsieur, c'est tout pour cette émission Angle de vue de ce jour. Très bonne suite de programmes sur SICA, la chaîne qui vous présente le vrai visage de l'actualité sur le continent africain.